BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Karine Lallieu, présidente du CPS de Bruxelles. Bonjour Karine Lallieu. Alors on a beaucoup parlé de ce débat sur faut-il autoriser ou pas la visite des familles pour les pensionnaires des maisons de repos. Il y avait une possibilité qui avait été envisagée par le Conseil national de sécurité. Finalement, on a fait machine arrière, on a suspendu cette possibilité. Où est-ce qu'on en est ? On visite ou on ne visite pas les personnes âgées dans les maisons de repos qui dépendent du CPS de la ville de Bruxelles ? Bonjour. Alors, pour le moment, il n'y a pas encore de visite organisée, mais depuis la déclaration malencontreuse, on doit bien le dire quand même, de la Première ministre, nous travaillons. Nous travaillons avec les acteurs du secteur, avec les directions, avec les fédérations publiques comme privées, des maisons de repos, pour trouver un accord équilibré pour pouvoir un peu ouvrir nos maisons de repos et rompre l'isolement de nos personnes âgées, mais dans certaines conditions, c'est-à-dire une garantie de sécurité pour le personnel et les aînés, et une garantie aussi pour les visiteurs. Et je vais faire un petit coup de gueule parce que je regrette ici la sortie du ministre Marron dans la presse ce matin. Nous avions encore une réunion cet après-midi. Le travail qui sera présenté est un travail collectif. Je crois que c'est une récupération politicienne, c'est une occasion manquée. Dire qu'on fait mieux qu'en Wallonie, on n'en sait rien. Et donc ce que je demande, c'est de rester calme, d'attendre l'accord de l'ensemble des fédérations et des médecins généralistes parce que c'est important de trouver une solution qui garantit la sécurité de tous. Alors je demande simplement qu'on fasse confiance aux acteurs et qu'on reconnaisse que depuis 10 jours, ce sont les acteurs de terrain, fédération des maisons de repos, généralistes qui travaillent à la rédaction de cette circulaire et ce n'est pas M. Marron. Oui, donc là on sent qu'il y a un petit peu de crispation politique. Il y a théoriquement une réunion, c'est ça, cet après-midi, pour valider les procédures et que tout le monde se mette d'accord sur rouvrir ou pas réouvrir les visites. Oui, et l'important pour moi, après ce petit coup de gueule, c'est qu'on arrive à une solution. Qu'on arrive à une solution pour nos maisons de repos, mais une solution partagée par tous. C'est-à-dire par le personnel, par les représentants des travailleurs, parce que les syndicats sont dans la négociation, et par les généralistes. Oui, comment on va faire pratiquement, Karine Lallieu, comment on peut faire ? Parce qu'on a entendu il y a encore quelques minutes un médecin qui disait ses réticences et ses inquiétudes. Comment on fait pour permettre ces visites et en même temps prendre un maximum de garanties pour protéger et les pensionnaires et le personnel de ces maisons de repos? Techniquement, physiquement, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Alors, d'abord, il y a une condition préalable, c'est que le dépistage soit réalisé pour le personnel comme pour les aînés avec un cohortage, c'est-à-dire qu'on ait isolé les personnes qui sont déclarées Covid, et il y en a dans les dépistages. Avec déjà un problème que nous avons mis en évidence et dont nous avons déjà parlé avec l'administration, c'est qu'il n'y a pas assez de tests pour dépister l'ensemble du personnel et des aînés dans les maisons de repos. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas appliquer la circulaire si le test n'est pas fait. Vous dites qu'il n'y a pas assez de tests. On nous a pourtant assuré qu'il y avait maintenant des tests pour les maisons de repos et que ce test était arrivé. Oui, les tests sont arrivés, mais par exemple, je vais vous donner des exemples très simples. Nous sommes en train de dépister Sainte-Gertrude, une maison de repos du CPS de la ville de Bruxelles. Il manque 50 tests pour les aînés. Mais on ne sait pas quand ils vont arriver, les 50 tests manquants. Ce qui veut dire que si tout le monde n'est pas testé, ça ne sert à rien. Donc je demande aujourd'hui qu'on calcule de manière large les tests pour les maisons de repos. À Hiver, c'est la même chose. Il manque 55 tests. Du coup, pas de vidistes s'il n'y a pas de tests et de cohortage. Ouais. Comment se fait-il qu'il manque des tests ? Ça veut dire qu'on a mal fait les calculs au départ ou que les informations sont mal passées ? Je pense qu'on n'a pas mal fait les calculs au départ. Bon, pour des raisons peut-être qui n'ont pas fait attention du fait qu'on a engagé du personnel supplémentaire, que ce n'est pas que des équivalents temps plein. Et donc, je demande vraiment de travailler en collaboration avec les maisons de repos et de mettre plus de tests à disposition dans les maisons de repos déjà testées, parce que sinon, on ne pourra pas ouvrir nos maisons de repos aux visites, parce que c'est un préalable indispensable. Je reviens à ma question initiale, Karine Lallieu. Ça veut dire qu'on va pouvoir ouvrir ces visites aux familles dans combien de temps ? On peut faire une estimation, on peut annoncer quelque chose aujourd'hui ou pas encore ? Si le dépistage est fait, par exemple, je vais dire à la maison Vézal, maison de repos de Vézal, le dépistage est fait,
On a dit, en tout cas pour nous, pas avant le 4 mai, et à condition, effectivement, qu'il y ait assez de personnel pour le faire et qu'on puisse respecter toutes les conditions très opérationnelles qui seront mises dans la circulaire, c'est-à-dire la protection des travailleurs, la protection des aînés, la protection des familles, avec masque, avec plexiglas, avec gel à disposition. Et ça se fera dans la maison de repos, ça se fera dans un local particulier ? Ça se fera en tout cas pas en chambre, parce qu'en chambre, évidemment, la famille va avoir tendance à vouloir ranger la chambre, aller dans les armoires et tout ça, ce qui est un danger. Ça doit être fait pour les personnes qui sont non Covid, donc testées non Covid, dans des lieux très aérés, de préférence dans un jardin, en respectant les distances de sécurité. Il ne s'agit pas d'aller, et malheureusement, je vais le dire, embrasser son parent. C'est dommage, mais nous ne pourrons pas faire ça dans un réfectoire, mais avec toujours une surveillance d'une aide-soignante, d'une infirmière ou du personnel. Voilà, il y a combien de maisons de repos, pour rappel, qui dépendent des CPS en région bruxelloise ou du CPS de Bruxelles en particulier ? 5 pour le CPS de Bruxelles et 24 pour les CPS bruxellois. On va marquer une pause dans cet entretien, Karine Lallieu, parce que c'est l'heure du journal, mais on vous retrouve juste après. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, et on retrouve Karine Lallieu avec nous. Karine Lallieu, donc présidente du CPS de la ville de Bruxelles. On était en train de parler des testings et vous nous indiquiez qu'il y avait un certain nombre de résultats quand même qui étaient arrivés dans un certain nombre de maisons de repos qui dépendent des CPS. Est-ce que vous avez maintenant une photographie un peu claire ou une estimation des dégâts que le Covid-19 a pu faire, de la proportion de résidents et de personnel des maisons de repos qui dépendent des CPS qui ont été infectés par le virus ? Non, c'est trop tôt parce que toutes les maisons de repos ne sont pas testées pour le moment et en plus ça dépend vraiment d'une maison de repos à une autre. J'ai eu des tests, par exemple des résultats pour Saint-Josse où là il n'y avait aucun personnel qui était testé positif, donc c'était très positif. On peut le dire comme dépistage. Si je prends la maison Vézal de chez nous, là on a 4 membres du personnel qui a testé positif et 8 résidents. Donc ça dépend vraiment de ce qu'ont vécu les semaines précédentes les maisons de repos, s'il y a eu effectivement un cluster ou pas dans la maison de repos. Donc on ne peut pas tirer aujourd'hui des résultats. On espère qu'on a cette fois-ci des tests définitifs pour l'ensemble des maisons de repos. À quelle échéance, Karine Lallieu ? On a dit qu'il y avait du retard. C'est quoi ? C'est une question de jours ? C'est une question de semaines ? Non. Je crains que non, parce que, comme je l'ai dit, il en manque dans les maisons de repos qui étaient dans la première vague de tests, et on nous dit qu'il y a une pénurie d'écouvillons, c'est-à-dire le coton-tige qu'on met dans le nez aujourd'hui. Et donc nous, par exemple, on essaye d'en trouver un peu en rapport avec nos hôpitaux publics pour pouvoir continuer à tester nos maisons de repos. Donc il y a encore urgence pour avoir le nombre de tests et le matériel correctement fourni. Oui, il y a eu des tests qui ont été faits par un bus itinérant mis à disposition par le CHU Saint-Pierre. C'est une méthode qui a fait ses preuves. C'est un bon moyen de tester parce qu'on sait que c'est compliqué, qu'il faut à la fois du personnel soignant, qu'il faut prendre beaucoup de précautions pour éviter les contacts et la propagation du virus. Ça veut dire que les maisons de repos, toutes seules, elles ont du mal à faire ces tests. Exact ? Toute seule, c'est difficile à organiser, mais il y a les médecins généralistes qui nous soutiennent, les médecins coordinateurs, médecins sans frontières et Risquaire. Mais le but, c'est une réelle bouffée d'air parce que déjà, ça peut se faire à l'extérieur de la maison de repos. C'est avec des professionnels et je remercie Monsieur De Crolly et ce bus de Saint-Pierre qui soutient énormément les maisons de repos depuis le départ. Alors, un mot sur ce qui a été mis en place par Risquaire, parce qu'on avait annoncé il y a une dizaine de jours qu'il y avait une réserve de 600 bénévoles qui étaient prêts à venir aider, 600 personnels soignants qui étaient prêts à venir aider dans les maisons de repos. Est-ce que vous y avez fait appel ? Est-ce que cette réserve, elle fonctionne ? Parce qu'on a eu aussi des témoignages de médecins disant nous, on s'est peut-être inscrits, mais on n'a jamais été recontactés. Alors, c'est compliqué. D'abord, ils ont nettoyé leur banque de données. Il n'y a plus que 130 personnes au niveau du personnel soignant, c'est-à-dire infirmiers, médecins ou aides-soignantes. Et on doit bien dire que ce n'est pas une grande ressource pour le moment. Je crois que beaucoup de maisons de repos comptent sur elles-mêmes pour pouvoir augmenter le temps de travail. Ça veut dire que cette réserve, elle est inefficace ou inutile ? On n'en avait pas besoin ? Inefficace et inutile, je ne le dis pas, mais c'est difficile d'avoir vraiment du personnel en supplément via cette réserve. On a plus de ressources au niveau d'autres types de plateformes. Oui. Alors, on va s'intéresser à un autre aspect du travail des CPS, c'est l'aspect social. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup de collectes qui sont mises en place par des particuliers, où on fait appel à la solidarité, où on collecte des vivres, où on est disparu, ça veut dire que les CPS ne couvrent pas tous les besoins, qu'il
qu'il fallait des initiatives citoyennes en parallèle pour permettre de s'assurer que personne ne passe à côté des filets de sécurité? Alors, il y a deux choses. Évidemment, il y a la loi. Et les CPS couvrent encore tous les besoins en matière de droits sociaux, de revenus d'intégration, d'aides complémentaires. Il y a une problématique d'aide alimentaire, mais l'aide alimentaire était surtout dans les mains, non pas des CPS, mais dans les mains de l'associatif. Et donc là, effectivement, on sait que beaucoup donc de c'est les bénévoles... Restos du Cœur et des organisations de ce genre-là. Voilà. Il y a beaucoup de personnes, mais malheureusement, c'était des bénévoles âgés. Ils ont fermé leurs portes, mais on est en train de s'organiser pour que les CPS soient de nouveau au cœur de cette distribution, parce que nous sommes ouverts, nous avons le personnel et nous connaissons les personnes les plus précarisées. Mais ce que montre cette crise, c'est qu'effectivement, les personnes précarisées souffrent beaucoup plus encore que les autres. Et donc, nous demandons aujourd'hui, nous faisons appel à de l'argent, comme on donne de l'argent à l'économie, aux indépendants, nous voulons de l'argent pour le social. Et notamment, je plaide pour une prime, déjà, maintenant, de la part du fédéral, pour l'ensemble des allocateurs sociaux, que ce soit les petites pensions, les invalides, les handicapés ou les revenus d'intégration, une prime mensuelle pendant toute la durée de la crise. Ces personnes aujourd'hui doivent nourrir leurs enfants alors qu'avant ils étaient à l'école. Il y a le chauffage, il y a l'électricité, il y a l'eau et il y a une crise sociale qui est là. Il leur faut de l'argent pour qu'elles ne tombent pas sur le surendettement. Ça veut dire qu'on monterait temporairement les allocations sociales, c'est ça que ça veut dire, cette idée de prime? Totalement, qu'il y ait une prime et qu'il y ait aussi l'enveloppe de bien-être qui soit directement opérationnelle et qu'on puisse augmenter les allocations au-dessus du seuil de pauvreté. C'est indispensable aujourd'hui. Il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de colis alimentaires et on sent que les familles aujourd'hui, elles ont énormément de difficultés et je rappelle que c'est des besoins essentiels et c'est pour nourrir sa famille qu'elles ont besoin d'une augmentation des allocations sociales. Donc ça, c'est une demande que vous formulez, j'imagine, vis-à-vis du gouvernement fédéral. Ça veut dire que les minima sociaux, ils sont insuffisants aujourd'hui, de manière générale? On le sait, ils sont en dessous du seuil de pauvreté, ils sont insuffisants et ils sont encore plus insuffisants en temps de crise. Et on demande aussi pour les CPS, parce que cette crise coûte énormément aux CPS et aux communes, de rembourser à 90% le revenu d'intégration. Là aussi, le fédéral doit faire un effort et je fais un appel ici au fédéral. Ça veut dire que le fédéral doit payer plus que ce qu'il paye aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va devoir renflouer probablement les caisses des CPS si on ne fait rien dans les prochaines semaines ou prochains mois, Karine Lallieu? Je rappelle que le revenu d'intégration est remboursé de 55 à 80%. Et donc, tout le reste, c'est les communes et les CPS qui doivent payer. Donc, nous revendiquons effectivement un remboursement de 90%. Nous revendiquons ça depuis des années d'ailleurs, mais nous le revendiquons encore plus aujourd'hui. Merci beaucoup, Karine Lallieu, d'avoir été avec nous. Donc, Karine Lallieu, présidente du CPS de Bruxelles, mais qui s'exprimait ce midi aussi au nom des 19 CPS de la région bruxelloise. Merci d'avoir été avec nous.